Salut! Bienvenue pour ma petite vidéo tier list. Lui perso on va dire parce que personne demandait particulièrement une liste comme ça. C'était pas en lien très direct avec des trucs que j'ai déjà fait. Mais j'ai déjà parlé quand même à quelques reprises du fait que j'adore la franchise Danganronpa, tout ce qu'elle a mis en place à travers déjà ses 3 jeux vidéo principaux, mais également le jeu vidéo spin-off très en lien quand même d'Esper Girl, les séries qui ont été faites autour, notamment à la saison 3, enfin il y a beaucoup de trucs qui se sont passés, beaucoup de personnages, et c'est un petit peu ce qui m'a marqué, tous ces personnages créés, plus ou moins réussi, et que j'avais un petit peu envie de lister, de ranger, de classer par ordre de préférence. Alors, il y a énormément de tier list qui existent autour des personnages de Danganronpa. Je tenais à mettre un peu en avant celle-là, parce que le gars c'est vraiment fait chier à tout mettre. Bon, pas tout, il manque peut-être quelques persos tertiaires ci et là, mais vraiment, si on fait le topo, le gars a mis Danganronpa 1, Danganronpa 2 ensuite. Après, nous avons Ultra Desper Girls, le spin-off, puis Danganronpa saison 3, l'animé, qui introduit de nouveaux personnages, puis Danganronpa V3. Je sais pas, je reconnais pas ces personnages qui sont liés à quelque chose ou pas. Et puis après, tous les fangames Danganronpa existants. C'est pas fini. Alors, comme vous le voyez, les fangames Danganronpa, il y en a pléthore. Beaucoup qui malheureusement ne sont pas terminés. Je vais pas m'étendre des plombes là-dessus, mais s'il y a bien des fangames qui méritent un tout petit peu qu'on les cite, même s'il y en a d'autres, hein, mais le plus évident pour moi, ce sont les Danganronpa Another, qui racontent une version fanfic de jeu qui arrive en parallèle à ceux que vivent nos personnages dans le canon principal. C'est plutôt bien réfléchi et il y a des moments qui sont assez intenses. Je vois ce personnage-là, je vois ces deux-là, c'est quand même assez énorme et je pense qu'on est au même niveau de grandeur que le pic de ce que le canon Danganronpa peut faire. Si vous avez l'occasion, si vous parlez anglais, il existe une youtubeuse qui s'appelle WeBeNews qui a fait un let's play en live plutôt complet et très drôle de ces jeux. Je vous le recommande pour découvrir ça parce que ce sont des jeux qui valent largement le coup. Après, il faut être un peu anglophone parce que sinon c'est même pas la peine, hein. Sachant que de base c'est même pas des jeux en anglais. Enfin bref. Je ne vais pas faire tout ça, évidemment, parce que j'ai pas suivi tous les fangames déjà dans Danganronpa, mais même je vais pas faire tous les personnages dans Danganronpa. Je vais me concentrer sur les 16 élèves principaux de chacun des 3 jeux. Et l'héroïne centrale de Ultra Desper Girl qui mériterait quand même qu'on la mette à même niveau. Et tout le reste, je m'étendrai pas là-dessus. Je vous dis tout de suite, c'est un petit peu trop pour moi. il y a beaucoup de personnages déjà qui m'ont pas marqué autant que ça, même s'il y en a quelques-uns dont j'aimerais bien parler et qui m'ont évoqué des trucs. Par exemple, Monsieur Pédo et cette espèce d'obsession de ce jeu sur ce thème-là. Ou cette pauvre fille qui subit beaucoup et pour laquelle j'ai beaucoup de peine. Ou même cette femme assez badass, 1000 fois plus intéressante que son fils, mais qu'on voit malheureusement beaucoup moins que lui. Beaucoup de personnages très intéressants, très hauts en couleur. Je vais me centrer sur ceux qui parleront le plus, c'est-à-dire les principaux des 3 jeux, plus l'héroïne centrale du spin-off qui mérite, une fois de plus, qu'on parle un peu d'elle. Voilà, ça fait quand même beaucoup de personnages. Je vais partir du principe que vous connaissez un petit peu l'univers, je suis désolé, hein. Si vous connaissez pas Danganronpa et que vous voyez cette liste, je pense que c'est même pas la peine. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de rebondissements dès la première affaire du premier jeu, donc si jamais ça vous intéresse, si ce genre
d'univers, de cadre où il y a régulièrement des personnages qui meurent, faut trouver le coupable parmi ceux qu'on a, et donc le groupe diminue petit à petit avec un fil rouge assez prenant et beaucoup de conséquences assez graves. Ça vaut largement le coup, hein. Ce sont des jeux géniaux en termes de narration et de personnages, c'est pour ça que je tenais à faire ça. Et j'ai même envie d'aller plus loin en les classant dans le détail, c'est-à-dire que 3 x 16, 48 plus 1, 49, ça fait 49 personnages que j'ai envie de lister comme ça. Spécialement, aujourd'hui, il va pas y avoir de E, de F, il y a des personnages que j'aime pas, donc il va y avoir du D, mais pas y avoir de personnages ultra détestables au point d'aller plus loin que ça, et il n'y a pas de SS, de personnages tellement génial qui mériteraient d'être au-dessus. Peut-être un dans le lot, et si vous avez suivi une certaine vidéo de ma part, vous saurez de qui il s'agit, mais ouais, on va y aller dans le décompte à rebours, en commençant par celui que j'aime le moins, c'est Agakure. Ça s'est joué à pas beaucoup avec un autre personnage, mais ouais. Le truc avec Danganronpa 1, ils ont d'excellents personnages, mais à côté, ils ont aussi pas mal de personnages un peu discutables pour contrebalancer. C'est un peu particulier, je trouve. Et ouais, Agakure, c'est le pire dans le sens où il a tellement rien à apporter, et pourtant, il survit jusqu'au bout. C'est un abruti fini qui a ses plans foireux. Ah, je prédis si ça, c'est sûr à 20%. Vraiment insupportable. Et du début à la fin, je vois à peine en quoi il a contribué à quoi que ce soit, à part être chiant en fait. Il n'est pas particulièrement drôle, son délire devient juste marrant lorsque on voit quelqu'un en avoir marre du personnage en fait. Ce personnage me fait marrer par rapport à la réaction des let's players que j'ai vu jouer le jeu qui en avaient marre de lui. C'est ça qui le rendait drôle. Mais oui, ça vient du fait qu'il est un petit peu irritant le gars. Un petit peu. Et donc ça s'est pas joué à grand chose entre lui et Hifumi. Et qui était lourd, c'est tellement le cliché du geek qui se laisse aller. Ah mon dieu, je n'accepte pas les femmes en 3D, en 2D c'était mieux ce genre de conneries. Et que sans perdre toute fraîcheur, toute force. C'est l'otaku ultra excessif, sans grand chose pour le rehausser d'une quelconque façon. À nouveau, pas très souvent drôle, et le seul point qui fait que je le préfère à Agakure, bah c'est parce qu'il meurt, voilà. Il meurt comme une merde, au passage, dans une des affaires les moins bien fichues de toute la franchise, à mon goût. Je pense pas être la seule personne à penser ça. Au moins, il a un juste retour des choses par rapport à sa contribution, si j'ose dire. Bon, on va pas rester que sur Danganronpa, sur cette dernière tiers, puisqu'il y a quand même un perso que j'aime pas trop, Sayonji, dans Danganronpa 2. C'est la morveuseuse qui arrête pas de dire de la merde sur les gens et qui a pas de véritable développement autour de ça. Elle a un lien avec, j'ai toujours du mal avec son nom, Maïru, à un moment donné dans l'histoire, mais ça va pas ultra loin, et elle finit par mourir en seconde pensée en fait. C'est même pas particulièrement prévu que ce soit elle qui crève, c'est juste comme par hasard, il faut que ça tombe sur elle. Et vous savez quoi, c'est pas une grande perte puisqu'elle était chieuse en fait. Le souci avec ça, c'est que c'était pas ultra drôle une fois de plus. C'est ça le problème en fait, hein. Ils ont un gimmick qui n'est pas rigolo. Je sens bien que leur caractère un peu emmerdant est voulu pour être comique, évidemment, mais ça ne passe pas, ça marche pas des masses. Et il y avait la possibilité, avec ce personnage-là, contrairement aux deux autres, d'une évolution qui n'a jamais lieu. Elle ne s'agit pas véritablement, il y avait peut-être moyen de quelque chose, mais ça va pas trop loin, donc pas grand-chose à dire. Mais oui, Danganronpa V3 ne va pas être en reste, puisqu'il y a aussi un personnage que j'aime pas trop là-dedans, Tenko. Je sais pas si c'est controversé ou pas. Je suis pas fan de son petit gimmick. Ah, les hommes sont tous des porcs. À un niveau tellement abusif que ça se sent que l'auteur voulait qu'on comprenne qu'elle en fait des caisses, que c'est une misandre finie à un niveau ridicule.
Mais, à nouveau, c'est pas particulièrement drôle. Je vois pas en quoi c'est ultra hilarant ce genre de choses. Le seul point qui la met au-dessus de Sayonji, c'est que avant de crever, elle a un moment un petit peu joli. Parce que les scénaristes avaient prévu que ça lui tomberait dessus juste après. Et au-delà de ça... Un truc intéressant, c'est que tous ces personnages ont des conversations un peu privées qui permettent de les étoffer avec le protagoniste. Un truc toujours très sympathique à voir et ça permet de donner un tout petit peu de contexte, voire même de justifier certains traits de caractère qui peuvent être un peu ennuyeux. Notamment par rapport à un personnage qu'on verra de ce Danganronpa V3 qui aide un petit peu ça, mais elle non, sa raison de détester les hommes est très faiblarde et ça va pas très loin, c'est même un petit peu ridicule et hypocrite à un moment donné dans son discours, enfin bon elle passe pas des masses Tenko pour moi, hein, désolé. Et c'est la fin du thé. Il y a que 4 personnes qui sont considérées comme pas géniaux pour moi. Et à partir de là, on commence déjà les moyens avec Léon. Personnage très plat pour moi. Le truc très marquant, c'est son exécution. La toute première exécution de Danganronpa est l'une des plus glauques, les plus violentes, je trouve. Ça marche, mais au-delà de ça, c'est... Et disons que avec sa victime, vu que c'est la toute première affaire, il essaye d'appuyer le côté désespoir qui nous amène à commettre des actes assez graves. Seulement, autant du côté de sa victime, ça va quelque part d'assez profond en ce qui me concerne, autant lui c'est juste un après-coup, c'est juste pensé comme ça, il n'y a rien qui en ressort. Il en ressort très plat en fait, et c'est pour ça que je le situe pas très haut, mais je le déteste pas dans l'absolu quoi, c'est juste moyen. Puisqu'on est dans les premières affaires, nous avons Rantaro, la première victime du 3e jeu, qu'on essaye de rendre un peu intrigante, mais ça aidera juste au grand rebondissement sur la nature du jeu en question. Au-delà de ça, ouais, on joue sur le fait qu'il y a quelque chose d'intrigant autour de lui, mais on n'en fait pas grand-chose, puisqu'il crève vite, et donc il n'en sort pas des masses de choses. Mais ouais, c'est histoire de nous dire, regardez, comme il y a un mystère autour de lui pour le buter rapidement, c'est la surprise. Cette première affaire du 3e jeu, je trouve qu'on la surévalue un peu trop. C'est pas qu'elle est mauvaise, loin de là, mais franchement, il y a quand même des trucs qui sont vraiment posés juste pour subvertir et rien de très grand à côté. Et je pense que Rantaro fait partie du principe. Dans un genre un peu similaire, nous avons l'ultime imposteur, Byakuya Gros. Alors, c'est une fois de plus très intriguant la façon dont on nous le montre au début. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand Byakuya est obèse? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ce que ça amène, c'est pas grand-chose à part que sa spécialité, c'est que c'est un imposteur qui peut se déguiser en qui il veut. Et c'est censé être un peu cocasse de voir que, étant donné qu'il est en surpoids, ça devrait pas marcher, mais pourtant ça marche. C'est un peu le truc, il est tellement doué que même la différence de poids, il ne pose pas problème. C'est un peu bizarre, mais ok. Et ouais, au début, au-delà de l'aspect intriguant, quand on se penche sur le personnage, il n'est pas des masses développé. Hein. Un peu plus dans Danganronpa saison 3. J'avoue qu'on en fait un peu plus sur lui. Mais c'est pas ultra marquant, je trouve que la saison 3 n'est pas non plus sensationnelle, je parle de l'animé bien sûr. Je trouve que comme Rantaro, c'est un effet surprise réussi sur le coup, mais pas dû au personnage intrinsèquement, à ce qu'on fait autour de lui plutôt. Bien, ensuite, nous avons quelques déceptions en commençant par Ishimaru. Ishimaru, franchement, si je devais le jauger juste par rapport au chapitre 1 et 2 de l'histoire, il serait en B même. Hein. J'aime bien le gars, j'aime bien son petit délire de suivre les règles, etc. Et comment ça le casse, en fait, c'est cette histoire, comment il veut à tout prix défendre son nouveau super bro. Et il y avait quelque chose de très intéressant, mais je sais pas, vous avez chié dans la colle.
dans le chapitre 3. Le chapitre 3 du premier jeu est l'un des pires, je suis assez d'accord là-dessus, où il devient une espèce de parodie de lui-même, avec une transformation Super Saiyan complètement bizarroïde, principe qu'on reprendra dans le second jeu, très bizarrement aussi, et je peux pas. Je peux tellement pas, cette version-là, il était vraiment chiant. Et ça désamorce totalement le drame du personnage à la fin du chapitre 2 et celui de sa mort dans ce chapitre 3 en fait. Parce que c'est tellement devenu une blague excessive que sa mort n'a aucun poids en fait. Hein. C'est un peu irritant. Et puisqu'on en est sur ce sujet, Celestia Ludenberg, j'ai adoré ce personnage dans les épisodes 1 et 2, franchement, limite B plus A, hein. C'est un peu comme Ishimaru, et là, un des plans les plus pourris pour s'en tirer et faire accuser quelqu'un d'autre à sa place en tuant 2 personnes. Via une mise en scène complètement alambiquée qui peut lui retomber sur la gueule ultra facilement, mais tellement facilement, elle arrive à s'en tirer vaguement au début, alors qu'elle devrait pas, je veux dire, rien que le dernier mot d'Ifumi, ça n'a aucun sens, c'est complètement ridicule la façon dont c'est forcé ça. Et à cause de ça, sa dernière apparition est pas géniale, quoi. Son procès est pas satisfaisant parce que tu sais directement que c'est elle. Et même ces trucs, tu les vois, tu sais exactement comment elle a opéré. Faut juste aller dans les détails, mais sinon tu sais exactement tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas satisfaisant, ça la rabaisse vraiment. Alors que dans les chapitres 1 et 2, elle montrait qu'elle pouvait être intelligente, réfléchir avec tout le monde. Et clairement qu'elle avait le potentiel pour être une suspecte parce que c'était pas quelqu'un de très gentil, mais vraiment à ce compte-là, c'était une grosse déception, un gros soufflet qui retombe, et c'est pour ça que je la mets si bas. Après bon, je peux quand même apprécier 2-3 trucs dans ce chapitre 3, hein. Je le déteste pas, il n'y a aucun chapitre que je trouve mauvais, et j'apprécie aussi le fait que, en dépit du fait qu'elle a perdu à la fin, elle essaye quand même de jouer le jeu avec ce que cachent nos personnages. C'est un truc que j'ai apprécié, quand même, histoire de dire. C'est pour ça que je préfère un petit peu son traitement à celui d'Ishimaru, mais vraiment, c'est une déception, ce chapitre 3 pour le traitement de ces personnages. Dans le même ordre d'idées, nous avons Korekiyo du 3e jeu, et comment dire, c'est clair net que tu sentais qu'il y avait un truc pas louche autour du gars dans les épisodes 1 et 2. Je m'attendais pas à ce que ça vire psychopathe à ce niveau-là, et surtout psychopathe aussi direct dans ta gueule. C'est pas aussi grossier que Celestia, c'est pas évident exactement comment il a mis en place certains trucs, mais c'est pas satisfaisant la façon dont c'est géré, et je trouve que c'est un gros potentiel gâché, ce qui a été fait autour du gars. Bon, déjà, comme je le dis, je trouve qu'une fois qu'on révèle que c'est un gros psychopathe et ses motivations, ça manque un peu de panache, ça devient un peu trop ridicule en fait. Je sais pas, il y a des cas de tueurs en série, c'est pas le seul dans cette histoire, c'est dingue, qui sont un peu plus intéressants que ça de mon point de vue, mais oui, il y avait un concept très intéressant sur le fait que, comme il y a eu 2 meurtres, on n'était pas sûr si c'était la même personne. Ça aurait été tellement cool qu'en fait le premier meurtre soit pas de lui et qu'il reste avec eux, comme ça a été un tout petit peu instauré dans les règles au début de ce procès, c'est-à-dire c'est le coupable du premier meurtre qui doit être jugé. Celui du second, bah, c'est pas grave. Et donc lorsqu'on a enfin prouvé qu'il avait fait le second meurtre, on se dit ah tiens, ça doit être lui. Ben non, pas forcément. Alors qu'en fait si, c'est lui qui a fait le premier aussi. C'est un gâchis. Je trouve que c'est un gâchis. Vous auriez pu jouer sur quelque chose de très fort au ça, mais vous l'avez pas fait. Enfin bon. Il y a pas mal de voix très intéressantes qui auraient pu être faites autour de ce personnage un peu... comme Celestia, il était plutôt intelligent, il participait à la réflexion, mais vous l'avez pas bien géré sur la fin. Je trouve franchement que dans le même ordre d'idées, on a fait quelque chose de beaucoup plus intéressant dans Danganronpa Another 2.
vraiment beaucoup plus intéressant. Je vais pas pointer quel personnage ça concerne, mais vraiment, c'était largement plus satisfaisant, très largement plus. Kibo, je sais que c'est robophobe de le mettre si bas, mais franchement, oui, son petit délire de robophobique, c'est marrant. C'est marrant, quelquefois, de temps en temps, répéter ad nauseam. Au bout d'un moment, ça devient un peu lourd sur les bords, vraiment. Et le truc, au-delà de ça, c'est que on sent qu'ils essayent un tout petit peu de s'inspirer de Makoto, le héros originel pour la personnalité au-delà de ça, et je trouve que ça fait un peu pâle copie sur les bords et assez oubliable. Et d'autant plus que il reste jusqu'au bout, pas tout à fait jusqu'au bout, hein, il meurt à la toute fin. Mais le truc c'est qu'à la toute fin, il est manipulé par tout le monde et on s'en fout en fait. Il y a vraiment cette considération de la personnalité de Kibo qui est un peu secondaire sur la fin. Beaucoup de gens se plaignent de ce que représente la révélation de fin autour de tout ce qu'a été le voyage de nos personnages. Et je peux comprendre d'où ça vient, mais pour moi, le plus insultant là-dedans, c'est peut-être le fait de complètement renier que Kibo avait une personnalité et qu'au bout du compte, on s'en fout, hein, parce que c'est plus ou moins ça. Ça renvoie totalement ça à la fin, ce qui fait que voilà, je déteste pas, il peut être un peu sympa, même si pas ultra mémorable pour moi, au-delà de son délire de ah, it's robophobic. Mais au-delà de ça, je trouve que vous n'avez pas su totalement réussir votre essai. Restons sur Danganronpa 3 avec Angie. À toi. Un peu drôle, elle peut être un peu drôle sur les bords, même si son délire... C'est pas que le fait qu'elle soit dans son délire me pose problème, c'est le fait que les autres entrent dans son délire un peu trop facilement, en fait. Et ça devrait plutôt être contre les autres personnages que j'ai ça, mais étant donné que elle rallie autant de gens, au bout du compte, c'est vraiment sur elle que se concentre mon petit souci autour de ça. Son délire de petit culte qu'elle crée et comment elle convainc les autres, c'est pas particulièrement satisfaisant. Et tout ça pour forcer une espèce de victime un peu facile au début du 3e chapitre. C'est dingue, mais oui, les victimes du 3e chapitre et les bourreaux des 3e chapitres vont pas très loin, hein, que ce soit pour Danganronpa 1 ou Danganronpa 3. Néanmoins, oui, lorsqu'on se centre un petit peu sur les moments de conversation privée avec elle, on donne un peu plus de contexte, un peu touchant autour de pourquoi elle s'est retrouvée là. C'est pour ça que je la situe un peu plus haut que je l'aurais fait sans ça. Nekomaru et sa petite obsession des selles. Si tu n'as pas suivi, ce que ça veut dire, il faut impérativement chier un bon coup pour bien pouvoir s'entraîner. C'est son délire. C'est... Ok. À nouveau, c'est comme le robophonique. Peut-être une ou deux fois ça passe, mais au bout d'un moment, c'est un peu lourd. Après, c'est un gars volontaire qui se met en avant, relativement sympa. Et le petit truc, le délire de Mekamaru à un moment donné, est bizarre, mais plutôt drôle, je reconnais, même si ça aide pas vraiment le drame de sa mort. Ça va, à nouveau, on est dans l'essai, donc ça va, hein, c'est juste pour appuyer ce qui fait que je les adore pas autant que d'autres. Mais ouais, il peut être un peu drôle, même si c'est son petit gimmick qui est pas le plus folichon qui soit. Et pour terminer les rancés, nous avons Mukuro, l'ultime assassin, le bras droit de la grande méchante principale, et qui n'a pas beaucoup d'apparitions, c'est pour ça que je la mets seulement en C. J'aime beaucoup ce qu'elle représente. Lorsqu'elle prend la place de Junko dans le chapitre 1, il y a quelque chose, elle rend très bien, suffisamment de personnalité pour se démarquer un peu, mais ça dure pas longtemps. Et même si on a un peu plus de détails sur elle lorsqu'on regarde la saison 3 sans que ce soit non plus très poussé, j'estime que ça manque de détails, ça manque de développement pour aller plus loin qu'un C. Dans ce qu'on voit d'elle, elle est efficace et limite on a envie d'en voir plus, mais on ne nous en donne pas beaucoup plus. À part si on suit l'univers étendu avec des tonnes de romans, comics, etc. Mais je n'ai pas autant de dévouement que certains.
Bien, c'est la fin des C, et on va commencer la liste des B avec un personnage qui vous surprendra peut-être, parce que beaucoup l'auront placé sans doute plus bas, si j'arrive à le retrouver. Teru, le cuistot pervers, pour lequel on m'a demandé de faire la voix rapide dans un petit extrait qui a été redoublé en français. Si j'y pense, je vous remettrai le lien, mais j'avais déjà mis le lien dans un post. Je sais pas pourquoi, le gros pervers de service, c'est ma voix qu'on a demandé. Pourquoi c'est pas un perso classe comme Byakuya? J'ai pas compris. Donc, j'aime bien le gars. Franchement, son délire de pervers aurait pu être un peu lourd sur les bords, mais j'apprécie le twist à ça, et qu'il est pervers envers tout le monde. Envers les mecs, les filles, il s'en fout. Tant que c'est avec quelqu'un, il le fait. Et ouais, c'en est un petit peu marrant. On appuie quand même de façon assez poussée, même s'il dure qu'un seul chapitre, son talent. Mais ce qui le hausse au niveau B, parce que je pense que ça aurait juste été C tiers malgré tout, c'est son final et ses motivations. Et j'apprécie énormément ce que met en place la fin de ce premier procès. Et c'est vraiment très émouvant. Autour d'un personnage qui, jusqu'à présent, était... Enfin, c'est comique, hein, on va dire ce qui est, surtout vous voyez sa gueule. C'est qui ce mec? Tu le regardes, tu sais pas ce que c'est que Danganronpa, tu te dis ouais, c'est un gros gag ambulant. Et pourtant, on appuie le fait que il a fait ce qu'il a fait. Il y a les circonstances, parce que ça lui tombait dessus, en se donnant des bons airs, mais au bout du compte, il a fait ça pour lui parce qu'il veut se barrer, parce qu'il veut retrouver sa mère qui lui manque, parce qu'il a peur pour lui, pour elle. C'est quelque chose de très puissant. Et ce moment est assez fort, assez moment. Je trouve que c'est un des finaux de procès les plus réussis dans Danganronpa. Donc ouais, je vais pas le mettre plus haut que ça quand même, il y a des personnages qui sont plus recherchés, je suis d'accord. Mais je tenais quand même à appuyer que j'ai su apprécier ce que vous avez fait avec le personnage. Himiko, c'est de la magie. Son petit délire est assez drôle. Je reconnais quand même qu'il atteint quelques limites de 3 moments. Je comprends cette petite obsession qu'elle a de vouloir croire que sa prestidigitation c'est de la vraie magie, mais à certains moments, lorsqu'on insiste sur des cas un petit peu graves et qu'elle pourrait juste donner les réponses, parce que même si elle veut faire croire à la chose, si elle veut garder l'illusion, quand même il y a des choses graves à gérer, des meurtres à résoudre, etc. Elle est toujours en mode c'est de la magie. Je vais pas expliquer ce que j'ai réussi à faire parce que c'est magique. Et cette partie-là un petit peu irritante, je vous cache pas. C'est le truc qui fait que je la place pas plus haut, mais voilà, c'est une des survivantes de fin. Elle a un côté très choupi dans cet aspect beaucoup plus jeune, en tout cas moins mature que les autres à protéger, ce qui fait qu'à certains degrés on peut comprendre un tout petit peu Tenko et son obsession envers elle, peut-être pas à ce niveau là parce qu'elle en fait beaucoup des caisses, je me suis pas penché là-dessus, mais oui, Tenko qui se la joue à ce point limite yandere envers elle, c'est un peu gros quand même. J'exagère le trait, mais ouais. Elle a quand même un côté mignon, sympathique, et le fait qu'elle reste jusqu'au bout, qu'elle essaye d'aider en dépit du fait qu'elle tienne absolument à garder son délire de magie, j'apprécie ça. Je pense que ce serait un gros B+, voire un A, s'il n'y avait pas cette espèce de côté buté du personnage. Là, je sais que ça va être controversé, mais Kaede est la suivante. Beaucoup appréciée par beaucoup, c'est la fausse héroïne du premier chapitre qui finit par éclamer parce qu'en fin de compte, c'est le premier coupable. Alors, je vais me pencher un petit peu là-dessus lorsque j'en ai parlé avec Rantaro, on va aller plus en détail là-dessus. Je trouve que c'est de la grosse poudre aux yeux que vous avez mis en place pour tromper le joueur. Et c'est tout. Ça sert juste à tromper le joueur. C'est pas une mécanique qui joue grandement, ce délire du on change de perspective, on passe d'un joueur à un autre en tant que personnage contrôlable. Ça n'apporte rien à la fin, hein, je trouve, franchement. Mais oui, le principe, c'est que dans la base du déroulé, cette première affaire de Danganronpa V3
c'est la même première affaire que Danganronpa 1. On a l'approche du héros central, possiblement relation amoureuse à venir, et qui est un peu prise par le jeu de panique, qui essaie de faire ce qui est bien d'un côté pour elle, de l'autre pour les autres, et qui devient coupable victime, victime en ayant voulu être coupable. On en parlera en détail de celle-là. Et oui, c'est le même schéma dans un sens, même si les intentions sont pas les mêmes et les choses sont pas mises en scène de la même façon. Mais oui, c'est un schéma très similaire. Et on essaye juste de noyer le poisson en nous manipulant, en disant tiens, ce personnage a l'air d'être important, regardez, il y a un mystère autour de lui, paf, il crève. Cette fille a l'air d'être géniale, regardez, c'est le nouveau héros qu'on va contrôler, paf, elle crève. Ah, on vous a bien eu, subversion. Et je trouve que c'est un petit peu gros, hein, les ficelles. Si bien entendu tu te fais avoir parce que tu vois pas venir le truc, mais c'est parce que t'as forcé la mise en scène pour ça. Et c'est ça qui me pose problème. Alors que bon, à côté, voilà, j'aime bien le personnage, il est très gentil. Il y a une relation très choupie entre elle et Shuichi qui s'instaure et qui va durer toute l'histoire au bout du compte, hein, même si elle meurt à la fin du chapitre 1. C'est joli, c'est un bon personnage, mais je peux pas m'empêcher de trouver que la manipulation autour d'elle et de comment on veut nous faire croire qu'elle va être aussi importante qu'elle l'est, c'est un peu de la poudre aux yeux. C'est pour ça que oui, elle est juste B. Je pense que mieux gérer, s'il n'y avait pas cette manipulation, je la classerais peut-être un peu plus haut, mais là c'est juste B. J'aime bien, mais pas non plus énormément. Akane est sympa. C'est assez drôle parce que pour moi c'est un peu une sorte de fusion entre Asaina et Sakura. C'est-à-dire un petit peu la force de Sakura mais pas complètement. Et le côté un petit peu tête de linotte mais pas tout à fait à ce point de Asaina. J'ai le sentiment qu'ils ont un peu voulu mélanger les deux. Et je trouve que le mélange, il est sympa. Mais il n'est pas aussi marquant que les deux à part. Franchement, mais elle est sympa, elle dure jusqu'au bout, on montre quelques liens notamment avec Nekomaru qui sont un peu jolis, je dis ça va, elle participe, mais voilà, elle participe, et étant donné qu'en plus de ça, elle n'est pas très intelligente, elle n'a pas beaucoup de contributions dans les procès, mais étant donné que c'est plus quelqu'un qui est sur le physique, ça se comprend. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu moins excusable pour le numéro suivant, Sonia, qui là aussi va pas avoir une énorme contribution à part de façon fortuite dans les procès. Je pense que Sonia est appréciée par beaucoup de gens parce que comme Akane, elle dure jusqu'au bout, c'est une survivante. Enfin, je dis ça, techniquement, tous les personnages de Danganronpa 2 sont des survivants, aucun ne meurt réellement. Ça, c'est le truc qui peut être un peu frustrant. Franchement, ça peut être un peu frustrant à considérer après coup, cette absence de répercussion à la fin avec une mini-échappatoire un peu facile. Mais bon, je ne vais pas y pencher des masses. Bref, elle a ce côté un peu princesse et qui n'est pas aussi pur qu'on veut le croire à côté et qui a une sorte de triangle amoureux un peu moyen en ce qui me concerne avec d'autres personnages. Elle peut être drôle, elle a un caractère suffisamment drôle, mais elle n'a pas non plus ce grand talent qui se fait ressentir énormément. En tant que ultime princesse, elle est censée représenter une sorte de direction, elle doit diriger un petit peu, peut-être que ça pourrait aider, mais je trouve pas qu'elle dirige énormément de choses que ça. Je trouve pas qu'on joue beaucoup sur son rôle en fait. Elle a un caractère suffisamment marquant pour que ça vaille le coup, mais on joue pas des masses sur son rôle, ce qui fait que sympathique comme Akane, mais va pas plus loin que ça. Gonta, le gentleman, il est gentil le Gonta. C'est une sorte de Tarzan à leur sauce. Qui peut avoir le moment un peu trognon, je nie pas quoi, cette espèce de montagne de muscles, mais qui a un cœur d'or derrière. C'est un peu choupi sur les bords, mais je sais pas, déjà Tarzan de Disney le fait mieux, mais surtout, je suis pas non plus ultra pris dans son petit délire des insectes, le fait qu'il veuille être un gentleman mais il n'y arrive jamais véritablement. Je pense qu'il y a quelque chose qui se perd là-dedans. Et ouais, je fais partie des rares personnes à trouver que l'affaire dans laquelle il est coupable, sans trop le vouloir, manque
beaucoup de finesse, de plan en fait. J'ai pas mal de soucis avec cette affaire 4 du troisième jeu, où déjà le cadre, on passe des plombes à expliquer des trucs qui auraient clairement pas dû prendre autant de temps, et ouais, les raisons qui amènent à ce qu'il fasse ce qu'il fait, je les trouve pas satisfaisantes en fait. Parce que on essaye d'appuyer la tragédie du fait qu'il n'est pas conscient de ce qu'il a fait, puisque sa conscience c'est pas sauvegardé exactement. C'est un système de jeu VR plus ou moins qu'on a mis en place. Et cette idée est cool, mais je trouve que ça n'ôte rien au fait que la personne qui a tué la victime, bah, c'était lui, c'était une autre version de lui, mais c'était lui quand même. Et c'est pas logique pour moi, ça devrait pas être ça. Il aurait juste pu l'incapaciter, pas la tuer. Le fait qu'il la tue, pour moi, c'est ridicule, ça aurait jamais dû en venir à ça. À part s'il est vraiment très con au point de se faire influencer pour aller jusque-là quand même. Pour moi, c'est un problème, hein. C'est un vrai problème, et c'est pour ça que je suis pas derrière ça, même si oui, il est sympa, je nie pas le contraire. Mais bon, quitte à me faire détester encore plus, on va mettre Gundam Tanaka juste après. Adoré par énormément de gens, j'aime bien le gars, je le trouve un petit peu surcoté quand même. Un petit peu, excusez-moi. Son délire avec ses hamsters, c'est mignon. Et oui, c'est quelqu'un qui aime jouer son rôle de façon grandiloquente, ce qui fait que c'est marquant, c'est assez marrant. C'est assez marrant. On essaye d'appuyer une sorte de relation un peu trognonne entre lui et Sonia qui, en toute franchise, me fait ni chaud ni froid. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas non plus fiou. Je sais pas, autant son caractère, je comprends très bien qu'on le trouve charmant et qu'on le mette plus haut que ça en A, sans problème. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui disent ouais, c'était un héros, c'est quelqu'un qui est mort de façon super classe, à la fin, son affaire était quand même un petit peu discutable. Autant je le salue pour avoir suivi la voie noble de pas s'en prendre à quelqu'un de faible, à tuer, ok, ça changeait en fait qu'il était prêt à s'en tirer à bon compte si les autres n'avaient pas trouvé que c'était lui le coupable. C'est pas non plus comme si il s'était sacrifié. Le gars a quand même joué sa vie et a essayé de s'en tirer. Je vois moins la noblesse là-dedans, quand franchement à côté, on vient reprocher à quelqu'un comme Léon ou même à Teru Teru d'avoir fait ce qu'ils ont fait, alors qu'ils s'étaient pris sous l'impulsion du moment et déjà pour se défendre et là pour faire quelque chose à la place de quelqu'un en fait. Je trouve qu'ils avaient autant de raisons, voire de meilleures raisons que Gundam de faire ce qu'ils ont fait. Mais ceux-là, on va pas louer leur noblesse ou trouver que c'est tragique ce qu'ils ont fait. Par contre, Gundam, c'est trop génial, ouah, que les grands princes. J'ai toujours du mal avec cette partie-là, franchement. Mahiru, alors c'est un peu comme Akane et Sonia, mais dans un sens un peu plus poussé, parce qu'on essaie de lui créer un lien un peu recherché avec un autre personnage. Et un code moral que j'apprécie. C'est un peu comme Ishimaru dans l'idée, mais moins gimmick et pas gâché, j'ai envie de dire, puisqu'elle meurt à la fin du chapitre 2. Et j'apprécie vraiment la personnalité, comment elle parvient à un petit peu influencer les autres, notamment, oui, Sayonji, c'est le seul point intéressant dans le caractère de Sayonji, c'est-à-dire son lien avec elle. Et on joue pas des masses dessus, malheureusement, une fois qu'elle meurt, c'est vraiment dommage cette partie-là, mais bon. Et son lien avec Fuyuhiko, qui est au centre de tout le chapitre 2, qui est vraiment bien réussi, bien fait, hein. Franchement, on sait jouer sur les liens qu'elle a créés et sur son caractère, que ça ne pas le plus mémorable qui soit, mais qui est plutôt solide, bien fait. J'aime bien ce qu'on fait du personnage. Ensuite, Ibuki, ça c'est un cas de personnage qui est vraiment sympa, juste pour le caractère, et c'est tout. C'est une super musicienne qui a vraiment un tempérament très particulier, un peu space, qui peut être marrant à plusieurs moments, hein, franchement. Mais niveau contribution, lien avec les personnages, c'est ça. Il n'y a rien qui se crée particulièrement, il n'y a rien qui marque beaucoup. C'est juste la faux folle qui égaye la situation, l'ambiance, et oui, sa mort reste tragique puisque elle est marrante, elle est gentille, elle illumine un petit peu la journée, mais
oui, ces liens, ce qu'elle représente, c'est un peu anecdotique, c'est pour ça que je peux pas la placer plus haut, même si j'aime beaucoup sa personnalité. Ryoma, c'est un peu le spectre opposé, en dépit de la gueule qui tire, parce que ça a l'air, une fois de plus, d'être un personnage gag, mais vous verrez que c'est pas tout à fait le cas. En tant qu'ancien tennisman, il a un passif très sombre, et il a cette dépression qui le ronge totalement. On essaye vraiment d'appuyer comment la vie pour lui ne vaut plus grand chose et comment il y renonce assez facilement dans l'épisode 2 de cette histoire. Et à ça, je trouve qu'il est bien rendu. Il y a quelque chose de très sombre autour du gars, et même si sa personnalité est, on va dire, pas les plus marquantes, son passif, comment ça l'affecte mentalement, il y a quelque chose de très fort là-dedans pour le peu de temps qui dure. Hein. Franchement, il est très réussi ce personnage, et quand on voit sa gueule, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi profond que ça. Mondo, le bro d'Ishimaru qui meurt en fin d'épisode 2, le second meurtrier de l'histoire, et ouais, c'est très tragique ce qui se passe autour du gars. C'est clairement un caïd qui joue au dur, mais quand même plutôt un bon fond dans l'absolu. Malheureusement, il a une part violente qu'il ne sait pas contrôler, et le trauma de jeunesse qu'il a, qui est remonté à cause d'un parallèle qui est fait avec un autre personnage, finit par le faire tomber aussi bas, le faire devenir un meurtrier alors qu'il ne le voulait pas. Ce moment, franchement, ce drame, la tragédie de fin de ce chapitre 2 entre ces deux personnages-là, c'est l'une des tragédies personnelles les plus puissantes que Danganronpa a jamais faites. Après, voilà, il meurt dans l'épisode 2, il n'est pas aussi développé que ça, mais il a su nouer quelque chose d'assez fort. Entre lui et Ishimaru, c'était assez cool ce qu'on a vu, et oui, c'est parallèle avec Chihiro, c'était quelque chose. J'en parlerai un peu plus tard, Chihiro. Asaina! Elle est gentille, un peu cruche, un peu marrante. Elle représente un peu le cœur émotionnel, on va dire, de l'histoire. Il y a un moment que je trouve assez notable où, bizarrement, dans l'histoire de Danganronpa, alors que depuis le début, on contrôle Makoto et c'est lui qui est au centre, et ben on passe genre 5 minutes sur elle. Et vraiment, c'est sur elle, ses pensées, comment elle vit la situation. C'est assez étrange parce qu'on fait ça sur personne d'autre hein, dans toute l'histoire. Et ça essaye d'appuyer qu'il y a une sorte de cœur émotionnel autour d'elle sur ce qui est vécu, parce que c'est la plus sincère de ceux qui restent jusqu'au bout, celle-là. Après, voilà, elle est un peu tête de linotte, elle apporte pas énormément à la réflexion, même si elle essaye. Au moins, elle essaye beaucoup, hein. Contrairement à d'autres où j'ai le sentiment qu'ils sont juste là pour faire joli et dire n'importe quoi, elle essaye. Ces petites excentricités sont plutôt mignonnes et un peu rigolotes, d'honnêtes. Ce genre de truc, ça passe bien. Ça manque d'un petit truc en plus, d'un coup de peps en plus pour aller en A, mais c'est un bon B+, ça. Ensuite, nous avons dans Danganronpa V3, Kaito. Celui qui sait inspirer les foules, celui qui sait faire relever notre héros et même apprendre l'amour à la tueuse. J'aime bien le personnage, sa positivité se propage de façon assez jolie. Je peux pas m'empêcher de trouver qu'il peut être un peu lourd quand même dans sa façon de forcer certains points. Alors on sent qu'il veut bien faire, mais à quand même quelques reprises, son délire de positivisme, vas-y tu peux faire ci, je te force à faire ça, etc. peut être un tout petit peu ennuyeux. Voilà, il y a ce problème d'équilibre qui n'est pas complètement trouvé pour moi, ce qui fait que même si je suis touché par ce qui lui arrive à la fin du chapitre 5, comment ça touche notamment Maki, ce moment est très joli aussi, je ne suis pas aussi agrippé par le personnage du fait que il en fait un peu trop des caisses et des fois il surpasse les limites de ce qu'il devrait faire. Il aurait dû se calmer un petit peu plus. Mais c'est ce qu'on veut faire dans Danganronpa, on veut faire un peu dans l'excès. Et c'est le gentil gars qui force trop dans l'excès, j'ai envie de dire. Ça marche, mais ça aurait pu marcher avec un petit peu moins de... Kazuichi, le meilleur du triangle amoureux pour moi. Je dois être une des rares personnes à penser ça.
Mais ouais, son côté un peu désespéré pour Sonia, sans être ultra lourd là-dessus, c'est un truc que j'apprécie. Et assez marrant, il a ce côté très utile dans le fait d'être un expert en mécanique et il vérifie chaque truc qui passe. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'apports dans l'histoire, c'est quelque chose que je respecte aussi. Je peux pas m'empêcher d'adorer sa bouille. On sent quelqu'un qui essaye de jouer au dur, qui essaye un petit peu de se faire valoir en sentant que au bout du compte il vaut pas tant que ça, surtout quand on compare par rapport à la considération de Sonia qui n'a Dieu que pour Gundam. Il y a quelque chose d'un peu touchant dans le fait d'être la troisième roue. Dans un certain sens de sa part. C'est pour ça que je le mets aussi haut. J'apprécie ce qu'on fait avec lui. C'est un survivant que je suis content d'avoir vu. Enfin, même si techniquement, une fois de plus, ils survivent tous dans Danganronpa 2. Kirumi, l'ultime male qui est doué en tout, qui sait bien gérer un petit peu les problèmes, comment s'organiser, et qui est vraiment l'aide de camp particulière. Dans l'épisode 1 où ce n'est pas la coupable, elle aide beaucoup à cet égard-là. Et dans l'épisode 2 où c'est la coupable, eh ben on montre qu'elle a énormément de talent. Hein. En fait, étant donné que son ultime talent c'est de servir, et ben ça lui donne beaucoup de compétences qui lui permettent de faire beaucoup de choses, notamment pour s'en sortir et mettre en place un meurtre plutôt bien ficelé, hein, je trouve quand même qui va assez loin. J'apprécie énormément le lien qu'on fait entre elle et Ryoma par rapport au motif, au mobile du meurtre qui est mis en place dans ce second chapitre. C'est quand même un moment très fort entre eux. Et oui, on montre que ce qu'elle fait, c'est pour le plus grand bien, en fin de compte. Même si c'est dans sa tête quand on connaît la fin de l'histoire. Mais voilà, elle veut vraiment s'en sortir jusqu'au bout. Quand on la voit batailler jusqu'au bout pour se sortir de son exécution, c'est quelque chose d'agrippant qui vous prend au cœur. Hein. C'est une des meilleures exécutions là aussi. Hein. Dans mon top 3, je dirais. C'est puissant à ce niveau-là. C'est un personnage super efficace, très marquant dans la période où il apparaît. Et tant qu'on est sur les coupables de seconde affaire, terminons ce rambé avec Pekoyama. Ça me fait toujours marrer ce nom, c'est vraiment son nom. C'est la femme de main de Fuyushima. Si c'est bien ce nom, Fuyuhiko, excusez-moi. J'essaye de me rappeler de tous les noms, c'est difficile. Hein. Bref, c'est sa femme de main qui est prête à tout pour lui. Et elle n'est pas prête à accepter qu'il y a quelque chose de plus entre eux. Et ce moment est assez touchant en fait. On voit qu'elle est très stricte, hein, très froide dans l'absolu, parce qu'elle se voit comme femme de main, mais elle cache ça parce que elle a des obligations envers ce type, mais plus que ça, elle ressent quelque chose pour lui qu'elle n'est pas prête à accepter. Elle veut se voir comme son objet en fait, un outil à utiliser pour lui. C'est pour ça que lorsqu'on finit par dire que c'est elle la coupable, elle se sent victorieuse parce que de son point de vue, elle peut être vue comme un objet et c'est lui le vrai coupable. Vous voyez ce que ça veut dire? Et c'est assez touchant de voir que Fuyuhiko n'est pas prêt à accepter ça, même si c'est difficile, même si ça va amener à ce qu'elle meure, mais soit tout le monde meurt sauf lui, soit seulement elle meurt. À ce moment-là, c'est assez fort, ce moment-là, ce moment de sacrifice de sa part, et cette relation entre les deux. Je pense que c'est un des couples les plus touchants qu'il y a, même s'il ne dure que 2 épisodes. Nous commençons le rang 1, et je vais commencer par le premier protagoniste réel, hein, qui a aidé une fois de plus, n'est qu'une fausse piste. C'est Shuichi du 3e jeu. Et je trouve qu'il y a un peu trop de redites. Je trouve tout de même que le drame autour du pauvre gars qui doit apprendre à s'affirmer petit à petit avec les sales crasses qui lui tombent dessus, qui essaye de bien faire et dans lequel on s'identifie facilement parce qu'on le contrôle, parce qu'il a ce côté un petit peu à devoir évoluer. Ça marche très bien. Je peux pas m'empêcher de trouver tout de même, si je dois comparer au précédent, tout simplement, qu'il y a un peu redite. Bien entendu, il est vu comme ultime détective, donc direct, c'est l'excuse pour qu'il soit automatiquement au centre des investigations, alors que c'était pas automatique pour les cas précédents dans les 2 protagonistes qu'on avait. Mais
Et je peux pas m'empêcher de trouver qu'au-delà de ça, c'est la même chose, quoi. Le protagoniste un peu timide, plus normal que les autres, entre guillemets, qui va essayer de s'affirmer en montrant ses compétences petit à petit, en devenant de plus en plus une valeur sûre lors des procès, alors qu'au début, c'est pas trop le cas. Ça, c'est cool, mais c'est un peu déjà fait. Ça le fait un peu à sa sauce et j'avoue que la révélation de fin aide à donner une saveur différente à ça, mais je peux pas m'empêcher de trouver que on a déjà fait ça avant et peut-être un petit peu mieux. Mikan, ah ma pauvre, j'ai tellement de peine pour cette fille. Ah, j'ai tellement envie de la serrer dans les bras et de façon totalement saine et pas du tout perverse, tellement elle me fait de la peine. C'est une maladroite qui a un sérieux complexe d'infériorité au point de directement, très vite, proposer aux gens de servir d'elle comme paillasson, parce que c'est un peu comme ça qu'elle a vécu toute sa vie, et même si elle est entourée majoritairement de gens sympathiques, hein, majoritairement, elle a ce besoin presque maladif d'aider les gens, d'être au service des gens de façon pas très saine pour elle mentalement. Et ça va jouer sur le fait que dans cette histoire, dans son procès, lorsqu'elle aura tué 2 personnes, et ce qui l'aura poussé à faire ça, ce sera pas vraiment elle-même, mais la version complètement modifiée par Junko, qui a été touchée par le désespoir. Et cette version-là, on la comprend assez facilement, tant elle est facilement influençable par ceux ou celles qui veulent la contrôler, qui la traiteront mal. C'est vraiment très touchant ça. Et on sent que cette espèce de cicatrice mentale ne sera jamais partie. Et oui, on pourrait dire que c'est un peu de la triche, que comme par hasard, elle soit prise par cette maladie des souvenirs qui la fasse se remémorer la garce de désespoir qu'elle était. Je trouve quand même que forcer les gens à s'entretuer, sinon ils meurent tous de faim, c'est plutôt aussi forcé dans un sens, mais bon, hein, c'est comme vous voulez définir ça. Ce moment-là, je trouve que ça aide beaucoup à appuyer le mystère autour de ces personnages qui sont d'où ils viennent. Ça aide beaucoup à mettre en place la chose, et une fois qu'on comprend ce qu'il y a derrière, la signification est forte, quoi. Cette espèce d'obsession envers Junko et comment ça l'a affecté, c'est... Voilà. Après, ouais, c'est un peu grossier, je le reconnais, hein, c'est un peu facile, comme par hasard, ce truc qui lui fait entrer la mémoire. Je vais pas non plus dire que c'est rien du tout, mais j'ai beaucoup de peine pour elle. Alors, celle-là, je suis presque sûr que peu de gens l'auront placée aussi haut que moi, mais oui, Sayaka est rang A à cette place. Parce que je trouve qu'elle illustre à la perfection l'enfer mental de ce qui est Danganronpa pour les personnages. Je rappelle donc que c'est la première victime de la première affaire, de la toute première affaire, qui au départ voulait être la coupable. De base, elle voulait tuer quelqu'un, mais Léon s'est défendu et au bout du compte, c'est elle qui s'est fait tuer. L'histoire de dire. Elle a voulu mettre en place ce meurtre en jouant sur son attache avec Makoto de façon à pouvoir s'en sortir en fait. Et oui, c'est un coup de pute, c'est un coup vache, mais c'est d'autant plus puissant qu'on sait, durant la grande majorité de ce premier chapitre, que Sayaka était quelqu'un de très gentil, qui traînait avec nous de façon très volontaire. Il n'y avait pas quelque chose de réfléchi derrière ça, c'était juste on se connaît, on est des amis d'enfance, on va passer du temps ensemble et on s'aide à supporter la situation entre nous. Mais voilà le truc, la situation n'est pas simple comme ça et il suffit d'un bon motif pour vous détraquer le crâne et partir sur autre chose, et c'est ça qui est mis en place dans ce premier chapitre. On met en place des motifs pour nos personnages de réagir, de faire quelque chose pour pouvoir partir au plus vite. Et autant la plupart de nos personnages n'ont pas cédé à ça, autant Sayaka a cédé à ça. Et alors qu'elle a été prise par ce désespoir, alors qu'elle a craqué, elle a joué sur son lien avec Makoto pour s'en sortir. Et je pense que dans sa tête, elle se sentit sale de ça, mais elle était prête à tout. Et ça montre le niveau de désespoir dans lequel on peut tomber
face à des jeux aussi horribles comme ça. Je trouve que ce personnage illustre à merveille. Là où Léon, c'était... Ok, il n'y avait rien de particulièrement profond recherché autour de ça. Autant Sayaka, il y avait quelque chose de vraiment fort. Et malgré tout, il y a quelque chose qu'elle a laissé derrière. On sentait dans la dernière réplique, parce que je suis un médium de la fin de ce chapitre 1, qu'elle a laissé quelque chose de positif derrière elle. Et oui, ce moment-là est très fort. Je trouve que ce personnage illustre à merveille toute la force de Danganronpa. Et c'est grâce à elle, en grande partie, que j'ai su être agrippé dans cette histoire, dans cet univers, dès le tout début. Alors la suite a su continuer sur cette voie, et il y a des trucs qui ont bien marqué aussi. L'exécution de Léon est beaucoup aussi, hein, une fois de plus, très bien mise en scène. Mais oui, le contexte de ce personnage, sa psychologie, comment il était naturel avec notre héros, c'était quelque chose de très bon, ça. Et pour moi, ça mérite beaucoup de valeur, hein. On l'a énormément mise en avant dans ce premier chapitre, et elle a été ultra efficace. Mais voilà, ce n'était qu'un chapitre, c'est pour ça que je ne vais pas la mettre plus haut non plus, mais j'ai beaucoup d'estime sur le traitement de ce personnage et ce qu'il représente. Fuyuhiko, très intéressant donc, le petit ami de Peko qui lui va survivre et qui va essayer de se trouver une raison de vivre après la mort de Peko. Il va de plus en plus s'ouvrir aux autres, ne plus être un connard qui les voit de haut, parce que vraiment, les premiers chapitres, c'est pas trop ça. Hein. Je vous avoue, les premiers chapitres, Fuyuhiko, ouais, hein, ça va, il est là. Mais une fois qu'il a passé ce cap de désir de vengeance envers elle et la perte de sa copine, il se dit merde, je vais pas rester à me morfondre, je vais enfin m'ouvrir, et à partir de là il devient super sympa, il participe, il aide de façon très poussée. Et c'est un truc que j'apprécie beaucoup, c'est ce qu'aurait dû être Ishimaru en fait. Après avoir perdu pied après la mort de son meilleur pote, il aurait dû se relever et participer encore plus activement, et pas devenir une espèce de super sienne débile de mon cul, quoi. Excusez-moi, je vais pas y passer des plombs. Là, vous allez très bien suggérer le développement de ce personnage et les cicatrices, au sens propre comme au sens figuré, que ça lui a laissé. Très très bon point, très bien géré dans Danganronpa 2 ça. Second protagoniste, Hajime Hinata. Je suis sûr que beaucoup le préfèrent à Makoto, et ben je lui préfère Makoto, néanmoins je comprends exactement d'où ça vient. Le truc avec Hajime Hinata, c'est que autant sa relation avec 2-3 persos c'est un peu mignon, notamment bien entendu avec Chiaki, mais au-delà de ça, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu... c'est un peu simple. Il y a toujours ce rattachement facile, cette identification particulière qui se fait vu que c'est celui qu'on contrôle, celui qui vit ça en même temps que nous. C'est très réussi ça. On nous donne suffisamment de personnalité pour se démarquer de ça en plus. Mais ouais, je pouvais pas m'empêcher de trouver que c'était un peu trop du Makoto bis. À un certain degré, même si on essayait de faire 3 petits points de différence, mais la grosse différence vient de la fin. La fin où on découvre un petit peu son passif, la révélation autour de lui, et ouais, ce moment-là, frissonnant, hein, très frissonnant. Je pense franchement, s'il n'y avait pas ça, si c'était juste le même gars jusqu'au bout qui dit « Ah, je veux pas être normal, je veux être spécial », sans qu'on montre comment il est spécial, ce serait juste B+, en dessous de Shuichi, franchement. Mais oui, ça, ce rebondissement de fin, le rehausse pas mal, hein, vraiment. Maki, la nounou ultime qui est en fait l'assassin ultime, j'avoue ça c'est un peu marrant, et très froide au début mais apprend à s'ouvrir grâce à Kaito, hein, il a beaucoup aidé et j'avoue que la voir s'ouvrir tout en ayant gardé ce côté très menaçant de sa profession en fait est assez touchant. On voit que c'est quelqu'un qui veut n'avoir affaire avec personne, mais qui, en apprenant à connaître quelques personnes, se dit qu'au bout du compte, ne pas être seul, c'est pas plus mal. Malheureusement, ça va lui retomber sur la gueule à la fin, et ouais, ce moment de drame, lorsque il meurt, c'est elle qui est le plus touchée, c'est pour elle qu'on a le plus de peine. Même si bon, pour lui évidemment, hein, je veux dire, dans ce qui reste, bien entendu.
Il y a quelque chose de simple mais efficace dans le côté femme badass qui peut défoncer à peu près tout ce qu'elle veut, mais qui a cette espèce d'ouverture émotionnelle difficile à atteindre sans que ça la rabaisse stupidement, évidemment. Je trouve que l'équilibre est bien fichu, ça, et que vous l'avez bien fait évoluer au fur et à mesure. On va entamer maintenant une petite suite d'antagonistes dans cette histoire, en commençant par Tsugumi. Ah là là, la simple Tsugumi, très peu marquante. Parce que tout le long c'est ça en fait, hein. Tout le long de l'histoire, rien du tout, et puis dernier chapitre, Mastermind, je me transforme en qui je veux, regarder. Ce qui est dingue avec elle, c'est qu'il y a tellement peu de trucs marquants autour d'elle que les quelques indices un peu notables autour d'elle se retiennent facilement. Le délire du Cosbox par exemple, c'est quelque chose qui nous reste en tête parce qu'elle en parle comme ça et c'est un truc notable chez elle, mais étant donné que le reste nous marque pas des masses, et ben non. Et c'est important le Cosbox parce que ça aide beaucoup à la révélation de fin, ça. Ceux qui savent pas le Cosbox, c'est cette espèce d'allergie quand on fait du cosplay en quelqu'un qui existe vraiment. Apparemment c'est réel. C'est un vrai truc. Ça fait super zarbe, mais apparemment c'est réel ça. C'est psychologique, on est d'accord, hein. Excusez-moi. Ça joue évidemment en exagération dans ce chapitre, enfin dans cette histoire. Et ouais, une fois qu'on a le détail sur elle, qu'elle devient totalement psycho, regardez le jeu dans lequel vous êtes, regardez toutes les personnalités que je peux prendre, ce moment c'est brillant. Non mais c'est une apothéose, une des apothéoses de Danganronpa, lorsque les héros restants se frottent à tous les personnages des deux jeux précédents. C'est énorme ça. C'est énorme d'avoir ces nombreuses interactions, la façon dont elle leur renvoie la balle en sachant prendre la bonne personnalité qui va avec. Il y a un moment donné, il y a énormément de moments que j'adore, mais il y a un moment donné où ça jongle très vite entre trois personnages. Tout d'abord, le moment où elle se rend compte que quelqu'un tombe dans le désespoir, Junko, et qu'elle balance, tiens, c'est bien dans ces moments-là d'avoir des amis sur lesquels compter, Makoto, totalement son truc, et puis après, mais le problème, c'est que tes amis sont fictifs. En jouant bien sur le bon personnel, c'est tout. Des interactions comme ça pendant 1 heure presque de procès où on voit ça et c'est énorme. Pendant tout le jeu on n'a presque rien à carrer d'elle et à la fin elle explose. Littéralement même, hein, si on va jusqu'au bout de l'histoire. Mais ouais, c'est un excellent méchant surprise pour moi. Un excellent développement et elle passe très bien. Après bon, il y a des méchants, plutôt des antagonistes particuliers, on va dire, qui ont été plus marquants sur plus de temps, que je vais commencer à lister, et je pense que ça vous fera pas plaisir, parce que pour vous, j'imagine qu'il serait en S, pas tout à fait pour moi. Komaeda, Nagito Komaeda. Alors, oui, c'est un psychopathe assez particulier à suivre, assez prenant à suivre, je le nie pas. Je vais pas aller en détail sur ce qui fait la force du personnage, le fait qu'il ait cette espèce d'obsession envers l'espoir, un peu en contrebalance de Junko. Je vais faire de chaque désespoir un tremplin vers l'espoir, je suis taré, comme ça. C'est cette subversion un petit peu du code qu'on a mis en place avant, j'avoue. Je peux pas avoir totalement cette admiration pour le personnage quand il a cette espèce de talent bullshit. Ah, pour moi, il a un talent bullshit. C'est l'ultime chanceux, c'est un truc qu'on a mis en place avec Makoto au passage. C'est quelqu'un qui a une chance tellement particulière qu'il est choisi au hasard pour être le 16e élève, en gros, plus ou moins. Et le truc, contrairement à Makoto, où c'est plus subtil la chance qu'il a, même s'il en a un petit peu, lui, c'est dans ta gueule. Genre, il a une chance sur 100 de tomber sur un truc, il va tomber sur le truc. C'est pas ça a plus de chances d'arriver, il va tomber sur le truc. Genre, il y a un barillet joué à la roulette russe, c'est plus logique pour lui de mettre 5 balles parce qu'il sera sûr de pas se tirer dessus. Ce niveau-là.
Mais oui, je peux pas m'empêcher d'avoir un problème avec ça, surtout sur la résolution du 5e chapitre et comment il joue dessus, parce que ça devient une facilité scénaristique. Je suis désolé. Il faut qu'il joue sur ça, et donc il va mettre en place un scénar où il y a genre une chance sur 1000 que le truc qui l'arrange bien tombe, et ben ça va tomber. C'est plus ou moins ça. Et je peux pas. C'est ce qui fait que malgré le côté tragique super fort de ce chapitre à la fin, je peux pas être 100% derrière parce que ça repose sur du gros bullshit. Voilà. C'est le problème que j'ai avec le personnage. Et donc à côté, on a un psychopathe d'acabit similaire qui a un pouvoir un peu moins bullshit. Kokichi, le despote ultime, dont le jeu préféré est de mentir, de manipuler, et de faire tourner en bourrique nos personnages, et de se montrer faussement maléfique. C'est ça le truc à appuyer avec le gars, et c'est que il essaye de jouer jusqu'au bout ce personnage de gros méchant taré qui voit les autres de haut, alors qu'au bout du compte, il veut un petit peu déjouer ce qui se passe. Et c'est très bien fichu, notamment dans la 5e affaire, où il échange un petit peu sa place avec Kaito. Ça, c'est très bien fichu. Je peux pas m'empêcher d'avoir 2-3 petites réserves qui font que je le situe pas tout à fait aussi haut que certains. Là, si je suis sûr que ces deux-là, pour beaucoup, ils sont dans le top 5 sans problème. Hein. Moi, pas tout à fait, mais pas loin, hein, nous sommes d'accord. Mais ouais, c'est ces petits détails qui font que j'ai un peu de mal, notamment par rapport à Gonta. Gonta, le tout gentil Gonta, c'est plus ou moins le seul ami un petit peu qui s'est fait de façon ouverte. Et la façon dont il le manipule en mode je suis désolé, je peux pas. Comment tu peux affirmer sérieusement que ça te peine après tout ce que tu as fait pour le manipuler, mec? Je sais pas, j'ai un peu de mal avec cette partie-là. Et ouais, je fais partie des gens qui pensent que ça aurait été vraiment cool de l'avoir en vie jusqu'au bout, juste pour voir comment il réagirait à la révélation de fin. Parce que là, ça aurait été golden, ça. Comment il réagirait à cet ultime mensonge de truc qu'il aura jamais fait à ce stade-là, ça aurait été énorme. Enfin bref, très réussi hein, comme Nagito, hein. Les deux sont de très bons antagonistes secondaires par rapport aux méchants principaux, Monokuma et le jeu, etc. Très bien rendu. Mais dans l'ordre d'idée, bizarrement, même si je pense que peu de gens me suivront, je préfère Byakuya Tagami, qui est l'antagoniste très hautain du jeu numéro 1 et qui va un petit peu mettre des bâtons dans les roues pour tester nos personnages, montrer sa supériorité et essayer un petit peu de manipuler le jeu par lui-même. Juste déjà pour avoir quelques méthodes de gestion prouver qu'il sait quand même dominer certains points, mais aussi pour prouver sa supériorité surtout. Hein. Ce qui rend ça très satisfaisant quand on lui fait ravaler sa fierté à la fin du chapitre 4 parce qu'il n'a pas vu venir un certain cas. Parce que voilà, il manque un petit peu cette approche empathique que Kyoko Kirigiri a un peu plus. Et c'est quelque chose qui va apprendre un tout petit peu vers la fin. Il va commencer un tout petit peu à se ranger de notre côté parce que voilà, contrairement aux deux autres, il survit et il va devenir un asset très important pour lutter contre Junko Enoshima et oui, son air de désespoir qu'il a mis en place, enfin qu'elle a mis en place. Je trouve ça très intéressant de jouer sur un type aussi entreprenant, qui a autant le bras long que ça, pour aider à l'histoire. À partir de là, ça va être l'un des principaux du triumvirate, hein, les trois grands ennemis du mal, plus ou moins, avec ces deux-là. Il y a une évolution qui est en finesse, parce que voilà, ça reste quand même quelqu'un d'un peu hautain à la fin, mais suffisamment notable. Et oui, son rôle par la suite est loin d'être anodin.
Donc oui, je le préfère un petit peu à ces deux-là, parce qu'on a su vraiment jouer sur la durée avec lui. Alors, celle-là, je pense que vous l'avez pas vu venir, mais je mets Komaru Naegi ensuite, oui, devant tout ce beau monde. C'est la troisième héroïne, hein, l'héroïne du spin-off, donc le seul personnage que je compte en plus, parce que voilà, elle est tout aussi mise en avant que les autres. Autant dans ce jeu, il y a véritablement qu'elle et un certain autre personnage dont on parlera plus tard, qui sont véritablement mis en avant en tant que protagonistes poussés qui subissent directement toutes les affres du scénario. Et oui, elle le rend très bien. Je trouve que c'est une très bonne extension de son frère à un niveau différent parce que c'est pas le même genre de conflit qui est mis en place. Il n'y a pas de procès, c'est juste une ville qui est envahie par des monstres Monokuma, des Monokuma robotiques, et qui doit s'en tirer avec difficulté, avec une arme de fortune qu'elle a trouvée fortuitement grâce à Byakuya qui était là, et la super amie qu'elle va se créer, et qui va gagner petit à petit en assurance en voulant aider un peu les autres, alors qu'au départ elle ne veut que se barrer. En fait, c'est ça le truc au début, c'est juste la pauvre fille sans défense qui cherche à tout prix un moyen de sortie. Et au fur et à mesure que ces moyens de sortie se prouveront être pas très sûrs, pas très réussis, et ben elle va perdre petit à petit en confiance, elle va devenir de plus en plus désespérée, mais regagner de plus en plus cet espoir, prouver que c'est bien la sœur de son frère, et représenter l'espoir pour les gens autour d'elle dans ce cadre très délicat qui n'est même pas géré à la fin du jeu, quoi. Il reste encore des tonnes de trucs à gérer, et je trouve que c'est un très bon arc qui est très bien rendu par la relation centrale principale, qui est, je trouve, la meilleure relation de toute la série. De tous les jeux, la relation entre ces deux filles est la meilleure jamais faite. Je le dis franchement, j'adore cette amitié-là. Donc ouais, elle sait parfaitement donner la force de ce jeu, même si le gameplay vous parlera peut-être pas autant, c'est pas aussi réfléchi, c'est pas de la recherche d'indices, c'est de l'action un peu particulière. Faut entrer dedans, c'est pas la même chose, mais c'est clairement pas à cause de ce personnage que ce jeu vous déplaira. Pour d'autres raisons peut-être, mais pas à cause d'elle, ça me surprendrait beaucoup. Mais oui, son frère est quand même un petit peu au-dessus. Le tout premier héros, Makoto Naegi, j'adore ce gars, tout simplement parce que, comme les autres, il a cet aspect simple qui subit un petit peu, à la différence de Hajime, il n'a jamais vraiment postulé pour faire partie de cette école des ultimes. Il a juste eu la chance d'être choisi comme 7ème élève avec ce tirage au sort dont j'ai parlé pour être l'ultime chanceux. Et il va être défini tout le long par ça, c'est-à-dire t'es juste le gars lambda, le normal du groupe qu'on va essayer un petit peu de manipuler. Il va être manipulé par Byakuya au début, enfin au tout début il va être manipulé un peu par Sayaka, Kyoko va venir à sa rescousse, Byakuya va le manipuler un petit peu, et puis Kyoko va finalement intervenir et elle va prendre un peu les choses en main et ils vont essayer d'œuvrer ensemble. Petit à petit, il va essayer d'apporter une contribution, une réflexion propre, et même si c'est clairement Kyoko qui est la plus poussée en termes de réflexion, il apporte une vraie dimension humaine à ça, qui lui permet de voir les choses différemment, notamment dans l'épisode 4. S'il n'avait pas été là, il n'y aurait sans doute pas eu la conclusion qu'on aurait eue. Et cette façon de marquer les autres par sa gentillesse, le fait de les écouter tout simplement, c'est quelque chose de vraiment marquant, encore plus que pour les autres, parce que les autres on sentait que c'était un peu par besoin. Et tout ça met en place ce qu'il représentera réellement. Ce n'est pas l'ultime chanceux à proprement parler, c'est l'ultime espoir. Ça va être le véritable contre-coup à Junko Enoshima, l'ultime désespoir. Contrairement à Nagito qui sera l'espoir taré, si j'ose dire. C'est un peu peut-être le petit souci, enfin la micro-bête noire que j'aurais avec ça, c'est-à-dire que voilà, on subvertit quelque chose que je trouve très fort dans le premier jeu. L'espoir est important, il faut penser à ce qui peut marcher par la suite. Et c'est ça qui parvient à convaincre tout le monde à la toute fin.
parce que je suis pas la personne la plus réfléchie du coin, mais je suis quelqu'un qui est là pour ne pas lâcher l'affaire, ne pas abandonner. Et il le représente super bien à la fin de ce jeu. J'adore Makoto, je trouve que c'est un très bon personnage qui représente à la perfection la pensée positive que veut faire adopter la fin de Danganronpa en dépit des horreurs qui sont mises en place. Là où c'est un peu plus forcé, je trouve, dans les 2 et 3. Si je devais vraiment faire le comparatif, je trouve que la conclusion la plus satisfaisante est celle de Danganronpa 1, même si les 2 et 3 vont beaucoup plus loin dans leur conflit. Alors, excusez-moi, ça me fait rire, mais Miu, elle est juste marrante. Je peux pas aller plus loin que ça. Elle est super drôle. C'est une fille à la vulgarité sans borne qui hésite pas à casser du sucre sur les autres, mais de façon tellement créative, tellement je me jette, j'en ai rien à foutre, que ça en est hilarant. Ah, punaise, et en plus de ça, c'est une grosse perverse et qui est prête à tellement de trucs. Ils se sont tellement lâchés avec le personnage. Je peux pas ne pas la placer haut, même si je reconnais que c'est sans doute trop pour ce que c'est, parce que, ouais, sa fin est pas... C'est même pas le principe d'avoir été étouffé par du papier toilette. Le truc à propos, c'est surtout le plan qu'elle a, parce que de base... C'est elle qui avait mis en place un plan pour tuer Kikochi et ça s'est retourné contre elle. Voilà, c'était pas ultra poussé, mais voilà. Et j'avoue, une fois de plus, ce chapitre 4 est pas génial, je trouve, dans le 3e jeu, sur certains points. Et oui, c'est sa fin, son dernier chapitre est pas le plus folichon, mais... Ouais, ça reste quand même quelqu'un qui a des connaissances. On joue sur le fait que c'est une super inventrice, donc elle sait quand même se débrouiller en mécanique, ça joue beaucoup. Et c'est pas rien. Et ouais, voilà, il y a un moment donné, votre humour fait tellement mouche. Je peux pas. Ça me fait tellement marrer, elle me fait tellement marrer, je ne peux pas aller plus bas que ça. Mais c'est juste ça. Et pour terminer le A, Chihiro, vraiment à 2 doigts d'être en S, et le seul truc qui fait que ce n'est pas le cas, c'est que il meurt dans l'épisode 2 de son jeu. Même si pas complètement, j'adore ce gars. C'est quelqu'un qui est tellement peu viril en fait, un type qui est tellement peu viril qu'il a décidé de s'habiller, de se faire passer pour une fille pour éviter toute remarque, tout problème, mais qui le vit très mal. Et à cause de ça et de ce gros complexe d'infériorité qu'il s'est créé, il va finir par se dire « Merde, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je pallie à ça, que je montre que je vaux quelque chose. » Il a tellement cette faible estime de lui, contrairement à Mondo qui a cette forte estime de lui. Quand il se clash, quand il se rend compte, lorsqu'il montre en fait que mentalement il est tellement plus fort que lui, lorsqu'il craque, je le redis, c'est un moment de tragédie intense dans cette saga, franchement. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, je trouve que ça en fait un très bon personnage, un très bon type. Mais surtout, ce qu'il apporte après coup, parce qu'en tant qu'ultime informaticien, il a su créer une version informatisée de lui-même qui fait même partie des personnages alter ego. Pour moi, c'est une extension de Chihiro, franchement. Et cet héritage qu'il laisse derrière lui est ce qui aurait été le plus utile à nos personnages, que ce soit dans Danganronpa 1 et dans Danganronpa 2. Danganronpa 2 n'aurait jamais pu exister, n'aurait jamais pu avoir lieu si Chihiro n'avait pas été là. Chihiro contribue tellement au scénario, même d'Outre-Tombe, avec ce qu'il a laissé derrière, c'est incroyable, prouvant que avec la volonté qu'il a, toutes ses capacités, il est très fort, l'un des plus forts qui soit, et c'est très touchant ça, c'est vraiment très touchant. Cela dit, pas tout à fait en S parce qu'il dure pas
techniquement très longtemps, mais pas loin. Et celle qu'il supplante de peu, c'est Sakura. Sakura. Alors, c'est très marrant au début parce que tu vois cette femme et tu te dis, vraiment? Lorsqu'on vient me dire que dans les personnages de Danganronpa, il y en a un qui fait croire qu'il est d'un sexe différent du sien, tu dis oui, bah, c'est pas la peine de chercher, alors qu'en fait non, c'est pas du tout ça, c'était bien lui. Et une fois que tu passes ça, t'as affaire à une femme tellement forte, pas juste physiquement, mais aussi mentalement, qui est prête à beaucoup pour aider les siens, pour épauler les gens qu'elle croise. Il y a aussi ce côté très touchant de ces conversations personnelles qu'on a avec elle aussi, très intéressante sur ce besoin d'avoir une sorte de rival. Et oui, elle est prête à faire tout, elle a les capacités de se battre, de faire des choses énormes. Et malgré tout, elle ne peut pas aller à l'encontre du contrôle de Monokuma. C'est à cause de ça qu'elle va être obligée de faire un choix. Un choix dans l'épisode 4 qui est le plus chiant, le plus marquant aussi. Hein. Ça peut être très tragique, hein. Vraiment. C'est pas pour rien qu'il y a des morts régulièrement. Hein. Ça se joue beaucoup sur la tragédie. Et oui, cet instinct de sacrifice, l'amitié qu'elle a nouée avec une partie des personnages, c'est sexy. Vous savez quoi, c'est sexy. Je le dis clairement. C'est un personnage, tu le vois au début, tu te dis, j'y touche pas. Plus t'apprends à le connaître, plus tu vois sa force, plus tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette femme! Tu veux pas sortir avec moi, s'il te plaît, putain? Il y a des personnages qui sont sexy dès le début, physiquement, tu le vois tout de suite. Il y en a, ils deviennent sexy parce que t'apprends à les connaître, parce qu'ils sont badass, parce qu'ils sont classe, parce que t'as juste envie d'être avec eux. Et vraiment, cette femme, je l'adore. Je l'adore. Elle déchire tout. Elle méritait tellement mieux que sa fin. C'est tellement triste et tragique. Numéro 4, nous avons Chiaki. Chiaki, la gameuse aimante, prête à épauler les autres, très réfléchie. Le cœur et le cerveau du groupe en même temps dans Danganronpa 2 et sa révélation et son destin tragique à la toute fin. Et rien de plus à dire, c'est super joli. Une fille à la fois un peu drôle par certaines de ses réactions, par le fait que c'est une gameuse, donc on joue un peu là-dessus de façon beaucoup plus réfléchie que comment on représentait les geeks dans l'épisode 1. C'est aussi quelqu'un de très touchant qui est vraiment prête à aider tellement. Et quand on voit un peu d'où elle sort, le fait que dans un sens ça ne se finira jamais bien pour elle puisque ce n'est qu'un programme, alors qu'on apprend à connaître la vraie Chiaki en vrai dans la saison 3 de Danganronpa. Au passage, il les met à part ou pas dans cette liste? Non, je vois pas, je la vois pas, donc non, elle est pas à part dans cette saison 3. C'est incroyable. Vous avez créé la waifu parfaite pour énormément de mecs. Même si à ce compte-là, je préfère très légèrement et Kyoko Kirigiri. C'est donc l'amnésique de l'épisode 1 qui est l'ultime détective. Dans un sens, c'est assez prévisible à voir, mais c'est pas ça le problème. Elle déchire tout, elle est très réfléchie. Elle a ce côté un petit peu sec, mais on voit très vite qu'elle se soucie des autres malgré tout. Même si elle essaye de voir les choses plus calmement, du fait aussi qu'elle est un petit peu perdue dans l'idée qu'elle ne se souvient pas de qui elle est. Et une fois qu'on apprend un petit peu qui elle est, qui était le directeur, comment elle l'a perdu, etc., on a un peu de peine pour elle. C'est vraiment elle qui est au centre de beaucoup de choses. Et c'est une superbe waifu pour nous épauler. Et le truc qui est bien avec ça, c'est qu'elle survit à la fin, elle. Contrairement à toutes les autres qui crèvent dans les autres jeux, elle survit à la fin. Et puis je sais pas, j'ai un faible pour les longs cheveux blancs comme ça, n'est-ce pas Sakura? Et l'idée d'une fille qui a vraiment besoin de personne pour se débrouiller, mais qui sait bien travailler avec les autres aussi, quoi. Qui sait être ce soutien vraiment nécessaire, sans être complètement parfaite
non plus, en ayant besoin un peu des autres. Il y a cette espèce de confrontation, de dualité avec Tagami dans cette configuration, dans cette considération différente, que j'aime beaucoup en fait. Qui est bien rendue, et oui, elle est classe, elle est belle. C'est my waifu, après Sakura. Je sais pas entre les deux. Néanmoins, il reste 2 personnages à lister là-dedans, et oui, je sais que ça va peut-être surprendre des gens, mais Toko Fukawa est numéro 2, j'adore cette fille, mais putain, je l'adore tellement. Déjà dans le premier jeu, je trouve qu'elle est très drôle. Elle a ce côté très renfermé, très cassante de la fille qui a toujours eu cette vision très déprimante des autres en fait. Et elle a pas vécu une vie super lorsqu'on prend la peine de se pencher sur les conversations privées qu'on a avec elle. Et à cause de ça, elle a cette approche un peu médisante, insultante envers les autres. Sauf son Byako Yashiri, qu'elle voit comme un mec parfait avec qui elle veut finir, parce que c'est le seul à avoir des lunettes. Et oui, c'est pas du tout réciproque, mais genre du tout, ouais. C'est assez drôle, et oui, le côté peut-être un peu excessif de son dédoublement de personnalité, parce que oui, il a aussi une seconde personnalité qui a peur. Je compte ça ensemble, ça fait un tout. Qu'on soit bien d'accord, si je devais la compter, je sais pas exactement où je la compterais. Dans le A, sans doute, Genocider Jack. Que ça la rende totalement cafardeuse et en grande partie asociale. Tu comprends un petit peu pourquoi elle veut un peu se détacher des autres avec ça. Mais elle le fait de façon totalement maladroite et même malvenue, ce qui rend ça un peu drôle et décalé. J'aime beaucoup ça, j'apprécie le fait qu'elle soit un petit peu à part et s'en sorte à la fin, et qu'elle soit tellement dans l'excès dans ses réactions que oui, elle devient un petit peu la chichienne de Byakuya à un sens. C'est marrant, et je pense que je l'aurais mise en A si c'était que le premier jeu. Mais il y a Ultra Desper Girls. Et franchement, je le redis, c'est la meilleure relation de personnage jamais créée dans Danganronpa. Elle commence enfin à envisager des relations un peu plus compréhensibles, un peu plus normales, avec une fille qui a cet aspect plus patient avec elle, alors qu'elle la sauve. C'est un peu sa protectrice, hein. C'est davantage elle qui sait se battre dans un sens grâce à son côté doublement de personnalité qu'elle apprend à mieux gérer. C'est-à-dire que dans un cadre où le monde est en proie au désespoir total, des gens meurent par paquets de mille, une tueuse en série qui a tué genre une douzaine de personnes, mais qui essaye de se racheter, on peut vaguement accepter ça. Le contexte permet un petit peu ça. Je peux comprendre que ça puisse être un peu gros pour certains, mais je comprends dans le contexte. Et le truc avec ça, c'est que les deux sont un peu liés, leurs sentiments sont liés, et j'apprécie beaucoup ça. Je parle d'elle et de sa partie génocidaire, pour créer cette relation vraiment super touchante avec Komaru. J'adore ce qu'on fait avec ça, j'adore le développement qui est créé et qui fait s'élever ce personnage aussi haut pour moi. J'adore tout l'arc qu'on crée, même commencé dans Danganronpa 1 et vraiment poursuivi à son apogée dans Ultra Desper Girl, avec ça, vraiment super fort, le lien qu'on a su créer et comment ça a impacté ce personnage. Déjà, j'aime bien le ton qu'elle a, l'humour qu'elle fait passer avec ça, mais le développement qui va avec est vraiment satisfaisant. Néanmoins, ceux qui ont vu mon top 15 perso de mes personnages non Disney préférés savaient depuis le début que le numéro 1 de cette liste serait Junko Inoshima. Voilà, c'est la naissante psychopathe parfaite, presque. Elle est tellement tarée, elle est tellement énergique, je l'adore. Elle est détestable dans tout ce qu'elle fait parce qu'elle fait des choses horribles juste parce qu'elle s'emmerde en fait. Elle déteste la constance.
Elle déteste que les choses se restent sur un tel point. C'est pour ça qu'elle change de personnalité régulièrement. Elle déteste ça. Et déjà, elle est hilarante ce faisant. Mais surtout, elle est imposante. Elle fout les jetons par rapport à tout ce qu'elle ose faire, juste au nom du désespoir qu'elle affectionne autant. Parce que pour elle, le désespoir, c'est le truc qui fait que les choses ne stagnent jamais en fait. En étant désespéré, les gens surprennent toujours, c'est ça le truc. Et elle aime tellement ça que lorsqu'elle sombre un peu dedans elle-même, elle le voit comme un plaisir. C'est moi qui suis désespéré tout de suite, c'est dingue. Elle est tellement folle de ça qu'elle en fait peur. Et le truc que je voulais appuyer avant de terminer, c'est que Monokuma n'est pas dans cette liste. Tout simplement parce que pour moi, franchement, Monokuma est une progression, une extension de Junko. Monokuma, c'est Junko qui prend une personnalité durant une période importante. C'est une personnalité qu'elle privilégie pas mal, puisqu'elle va durer un petit moment dans Danganronpa 1 et dans Danganronpa 2, c'est quand même pas mal. Et en plus de ça, elle va avoir de notre personnalité. Hein. Elle va... ils sont où ces deux cons-là ici, oui. Ces deux-là. Elle va les jouer aussi. Elle joue des personnages constamment, elle change constamment, tout simplement parce que elle ne veut pas stagner. Et c'est quelque chose qui peut être un peu épuisant, ça peut irriter aussi parce que ouais, elle est fou, elle est à 100 à l'heure, c'est très difficile à suivre, mais quand on suit, punaise, c'est... Waouh. C'est énormissime, c'est ultra impactant. J'adore la gestion de ce personnage, j'adore comment il marque. Et je sais que pour beaucoup, limite c'est un des pires, pour moi c'est le meilleur. On fait rarement des méchantes aussi connasses, aussi sadiques, aussi énergiques que ça. Et ça vaut beaucoup d'éloges pour moi. J'adore Junko Enoshima, c'est la reine de cette liste de personnages. Même si je me doute que ce sera pas de l'avis de tout le monde. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à partager votre classement des personnages de Danganronpa, ça me ferait plaisir de voir ça. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi, c'était un petit peu long à faire, mais satisfaisant, surtout un peu chaud. Hein. C'est pas une période d'enregistrement géniale. Hein. Je vais vite enlever le t-shirt, je ne le cache pas, hein, une fois que ce sera coupé. Je vous remercie, à très bientôt. Bye.